Salut, salut. Salut Pablo, dis donc t'es en petite Salut. fume, mais là tu vas nous Bah oui, raconter ça, hein. exactement. On est 31, bon pied bon oeil, on est à Montreuil, va faire un petit débrief de circonstances, c'est-à-dire qu'on va vous dire quelques vœux au-delà, je dirais, des vœux que l'on vous adresse à tous, que ça aille bien dans votre vie et dans celle de vos proches. Alors, on va commencer par des vœux un peu politiques parce que, comme l'a dit Catherine, je suis en bras de chemise, enfin même pas, je n'ai même pas de bras de chemise. Catherine est en claquette. On est quand même le 31 décembre à Montreuil et il fait plus de 15 degrés. Il y a des records de température un peu partout en France. On a appris la semaine dernière que la banquise fondait à une vitesse 100 fois supérieure à ce qu'on attendait et que déjà ça allait pas, hein. Voilà, il y a toutes ces urgences et que pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'une issue par le haut est en train de se dessiner sur la question écologique et a fortiori sur la question climatique, que en fait on voit COP après COP finalement que oui, il y a un consensus en fait sur le constat, c'est-à-dire que globalement les États disent bah oui, il y a un réchauffement climatique, oui, il faudrait aller plus vite, mais dans les faits, les actions qui sont décrétées, les lois qui sont faites, ne vont pas assez loin. Alors il y avait ce slogan je crois que c'était il y a quelques années, hein, qu'on a commencé à entendre en manif, notamment dans les manifs écolos, c'était fin du monde, fin du mois, même combat. Et on s'est dit ah là il y a une tentative en fait de rendre populaire une thématique, la thématique écologique, qui auparavant était réservée en fait à quelques lanceurs d'alerte, à quelques esprits éclairés, aux scientifiques, etc. Force est de constater quelques années après que ça n'a pas vraiment pris. C'est-à-dire que pour l'instant, oui, vous avez quelques partis, quelques personnalités, en gros, qui endossent cette problématique, la problématique écolo, mais que derrière, il n'y a pas vraiment en fait de dynamique politique au sens dynamique politique de masse pour porter sur le devant de la scène des solutions, en fait juste des changements dans les comportements en général des gens dans la société. Donc moi, le vœu que je pourrais faire pour 2023, c'est qu'on continue en fait à chercher, ou peut-être qu'on commence à chercher en fait cette martingale populaire pour l'écologie. Parce que si on ne la trouve pas, si on se contente de dire bon bah voilà la vérité, la réalité des prix, c'est-à-dire que en gros les températures augmentent un peu partout dans le monde, etc., etc., on va pas s'en sortir. Et de dire regardez là-bas il y a un feu, regardez là-bas il y a une hausse il y a encore plus de cyclones, etc. Derrière, si on n'arrive pas à transformer ça en fait en dynamique politique, je crains que toutes ces monstrations en fait des changements climatiques ne soient pas suffisantes. Euh, alors après, juste quand même donner pas des bons points, mais dire il y a quand même des choses qui changent. On a entendu le discours de Marine Tondelier lorsqu'elle est arrivée à la tête d'Europe Écologie Les Verts. Elle parle de ça. On a entendu la France insoumise depuis maintenant assez longtemps, notamment lorsqu'ils avaient élaboré le concept d'écosocialisme. Aussi parler de cette écologie populaire. Maintenant, il va falloir en faire une réalité politique, c'est-à-dire au-delà des mots et des concepts, faire que y ait que ce concept soit utilisé largement par les gens. Ça passe par de l'éduc pop, comme on dit, par de l'éducation populaire, mais ça passe aussi, à mon avis, un changement dans le discours. C'est-à-dire que les discours doivent aussi être en adéquation en fait avec les problèmes des gens, en gros. Ils peuvent pas être déconnectés et juste dire bon bah va falloir arrêter la voiture, va falloir arrêter les sapins de Noël, va falloir arrêter le Tour de France ou que sais-je, ou arrêter de voyager tout court. Ça, c'est des discours qui sont jolis, qui sont sûrement théoriquement parfaits, mais derrière, ouais, quand Jean Covici, et je terminerai là-dessus, quand Jean Covici, à une heure de grande écoute sur France Inter, dans la matinale, on lui dit qu'est-ce qu'on fait avec le voyage en avion, et qui dit il faudrait qu'on puisse prendre l'avion que 3 ou 4 fois dans sa vie, et que Léa Salamé lui dit oui mais pour les gens qui ont des familles à l'étranger, etc.
et que là il répond eh ben tant pis, eh ben c'est comme ça. Moi je suis pas pour que la discrimination se passe par l'argent. Je pense qu'il a théoriquement raison, mais dans les faits c'est absolument inacceptable. C'est-à-dire que, et là vous avez encore eu la semaine passée la maire du 12e arrondissement, qui est une maire écologiste, qui a dû faire en fait, qui est allée voir sa fille et ses petits-enfants qui vivent à New York, et elle est allée les voir pour Noël, et elle a dû se justifier sur Twitter en disant, bah je suis obligée, sinon je vois pas ma fille à Noël en fait, donc je suis obligée de prendre l'avion. Et donc il y a plein de gens qui lui sont tombés dessus en disant ah mais oui mais vous vivez bref. Tout ça pour dire que, et c'est compréhensible, je comprends en fait cette mère du 12e arrondissement. Bien évidemment qu'il faut qu'elle aille voir sa fille, et que sa fille a fait le choix d'aller vivre à New York, et qu'elle a quand même elle a besoin quand même d'aller la voir. Donc, je comprends en fait théoriquement pourquoi Jean Covici a raison, mais je comprends aussi les dynamiques individuelles liées à genre notre définition de la liberté, qui font que eh ben on a envie de se dire que potentiellement on pourra prendre l'avion pour aller voir ses proches, ou même pour visiter le monde. Ouais, bah, moi je pense qu'on n'y est pas du tout là, parce que en effet, ce qu'il faut, c'est réussir à ce que ce sujet ne dépasse la question des lanceurs d'alerte qui nous disent que ça va mal, à un sujet qui devient la préoccupation de tous et qui participe d'une réponse à la fois des politiques publiques et des actions des entreprises, des individus, des citoyens, etc. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Le problème, c'est que ça suppose quand même pas simplement une réflexion sur le fait qu'on mange moins de viande, et c'est vrai que je pense qu'il faut absolument manger moins de viande, et en particulier moins de viande rouge, qu'il faut vraiment poser la question de l'usage de l'avion. Je pense que c'est quand même un vrai sujet, au-delà de la maire du 12e arrondissement, le fait qu'on n'utilise pas l'avion comme une simple solution pratique pour aller à Londres, par exemple, quand il y a un train, enfin des choses comme ça. Mais au-delà de ça, ce que je trouve, c'est qu'il y a deux sujets qui sont extrêmement centraux dans ce débat et qui n'ont pas été débattus en vérité, en général et en particulier en 2022 lors de la campagne des présidentielles. C'est la question énergétique. C'est-à-dire qu'en France, je pense qu'on est englué dans un débat à la con pour savoir si le nucléaire c'est dangereux ou pas dangereux. Et qu'au-delà de ce débat-là, nous n'avons pas de discussion sur la politique énergétique. Or, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de solution pour nos sociétés en dehors d'une alternative aux énergies carbonées. Et donc ça, je trouve que cette question-là de quelles sont les politiques énergétiques, le mal qu'a fait le fait qu'on laisse le marché régler toutes ces questions à l'échelle européenne, et qu'on n'ait pas eu un débat national sur les politiques énergétiques informé. Je trouve que là, on va pas s'en sortir si on n'avance pas sur ça, parce que alors tu as parlé de Jean Covici, moi pendant mes vacances de Noël, j'ai lu le bouquin de Jean Covici que j'avais pas lu, là, celui que alors c'est il y a La BD Un monde sans fin, il y a 600 000 exemplaires vendus, donc c'est quand même un truc assez incroyable, quoi. Donc il faut lire ce bouquin dans lequel il montre bien que cette question de l'énergie, elle est vraiment au cœur des transformations dans tous les domaines que nous avons connus depuis 40 ou 50 ans. Et deuxième question qui est en fait liée à celle-ci, c'est la question de la croissance. C'est-à-dire qu'en fait, on a un système qui est entièrement basé sur le problème de la croissance. Or, cette question, alors là, pour le coup, elle n'est pas discutée. C'est-à-dire que le plus que l'on a à gauche, c'est de dire la croissance, ça doit être une question variable. C'est-à-dire, il y a des endroits où il faut croître, il y a des endroits où il faut décroître. Je commence à penser, moi, qu'il faut décroître partout, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, donc, c'était la proposition de Delphine Bateau. C'était la seule qui tenait ça. Oui, tout à fait. Je me souviens de ses prestations. On l'avait dit d'ailleurs dans le débrief qu'elle avait été très très forte dans la primaire écolo, et elle tenait vraiment cette question-là, mais en fait, elle a été battue, et du coup, cette question-là est restée non débattue. Et cette idée de qu'est-ce que c'est qu'une société où on vit bien en dehors d'une société de croissance, c'est-à-dire que comment on fait pour faire les transformations, pas simplement notre croissance individuelle, mais comment on fait pour faire les retraites, la sécurité sociale, l'école, la justice, etc. Bref, ces sujets qui sont complètement basés sur une croissance du PIB,
une augmentation de notre production et donc qui s'appuie sur une extraction d'énergie. Je pense qu'on n'y est pas. C'est-à-dire que ça ne s'oppose pas à ce que tu dis, mais ce que je pense, c'est qu'il n'y aura pas d'écologie populaire s'il n'y a pas une politique écologique. Or, actuellement, les écolos, ils ont été des lanceurs d'alerte, mais ils n'ont pas véritablement formulé une alternative écologique. La France insoumise a mis en avant plus, à mon avis, que l'écosocialisme, plutôt l'idée de la planification écologique. Ils ont dit qu'il faut avoir une politique de long terme sur les enjeux. Maintenant, il faut discuter de qu'est-ce que c'est que cette politique et qu'on prenne le temps d'en débattre et on va pas s'en sortir. Juste un truc sur la politique économique liée à la croissance. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu dans une impasse en fait, puisqu'il n'y a pas en fait de modèle économique viable et éprouvé en fait par l'expérience de sociétés qui vivraient en décroissance. C'est-à-dire que tu dis à l'échelle individuelle, on n'arrive pas tellement à combattre. Par exemple, si on prend une entreprise, vous prenez une PME, si une PME perd du chiffre d'affaires année après année, on va au bout d'un moment, elle va disparaître. Même très rapidement, en fait, elle va disparaître. C'est-à-dire que on ne pense l'entreprise que si elle croît. Si elle décroît, elle disparaît. Et ensuite, la deuxième question qui vient derrière, c'est si un pays en entier n'est pas en croissance, comment il fait pour faire des investissements? Et on ne sait pas non plus répondre à cette question. C'est-à-dire que t'as plus d'argent pour l'école, t'as plus d'argent pour l'hôpital, etc. Donc, et tout ça, il va quand même falloir que les économistes planchent sur, genre, si on a un PIB qui se contracte, parce que c'est, je pense, ce vers quoi il faut aller, parce on met de côté la croissance verte. On va pas parler, mais genre, c'est aussi, il y a une partie de la gauche qui pense qu'on peut faire de la croissance verte. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Donc là, oui, c'est du pain sur la planche pour 2023. Oh, toi, c'est quoi ton vœu? Ouais, et puis et encore après. Alors, mon vœu après celui-là, j'allais dire c'est plus immédiat, mais encore que, c'est qu'on gagne la question de la bataille sur les retraites. Là, je sais pas, le 10 janvier, non, ils vont discuter de ça au Conseil des ministres et ils vont passer à l'Assemblée nationale. Donc, il est hautement probable que les choses aillent très très vite. C'est-à-dire que Emmanuel Macron n'en fasse pas un projet de loi, mais qu'il fasse une entrée par le projet de sécurité sociale sur de rectificatif de la sécurité sociale. Donc, ce qui lui permet de ne pas avoir un débat avec des amendements, etc., sur le financement de la sécurité sociale, et que je pense que c'est quelque chose qui est d'un enjeu vraiment considérable, parce que, alors pour le coup, tu vois, c'est d'une brutalité, d'une violence incroyable sur la décroissance. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on s'apprête à faire? Parce qu'au fond, l'affaire, c'est pas de faire tant. Enfin, bien sûr qu'il y a de faire travailler plus les gens, mais c'est de leur faire réduire leur pension. Parce qu'en fait, comme on va travailler plus longtemps et que donc les nombres de cotisations sera allongé, en vérité, le calcul de ce que tu gagnes va être rétréci pour la plupart. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui pourront avoir un boulot jusqu'à 65 ans, qui vont en suer pour aller jusqu'au bout, notamment les fonctionnaires, par exemple. Et puis tous les autres qui n'iront pas jusqu'à leurs 65 ans, ça va avoir comme conséquence de faire baisser leur pension de retraite. Donc c'est une façon de faire de la décroissance des revenus sur le dos d'une petite partie de la population, enfin une petite partie, pas une petite partie, sur une partie de la population qui est la population salariée, et que donc au lieu d'avoir véritablement une réflexion sur l'allocation des ressources, qu'est-ce qu'on fait? C'est simplement on fait les poches aux salariés. Et donc c'est d'un niveau d'inégalité, d'iniquité, de cruauté, j'espère qu'ils vont perdre. Et je pense que ça intervient à un moment de tension et d'inquiétude. Moi, j'étais en famille là avec des gens qui venaient d'un peu partout. Tout le monde dit la même chose. Les gens ont le sentiment qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne et qui n'a plus de sens, incroyable. Moi, j'ai quand même des petits doutes en fait sur qu'est-ce que ça veut dire gagner la bataille. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron et le gouvernement et la majorité, je sais pas quoi, retirent en fait ce projet de loi cette proposition de repousser l'âge de départ à la retraite. Le problème, c'est que c'est pas entre nos mains. C'est pas entre les mains de la gauche. Et c'est-à-dire que
Ok, admettons que la mobilisation sociale dans la rue prenne et qu'il y ait, on va dire, 1 million de gens qui défilent dans les rues de France et de Navarre. Très bien. Est-ce que c'est susceptible de faire reculer Macron? On a vu quand même dans le quinquennat passé qu'il en avait à peu près rien à foutre. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir beaucoup de gens dans la rue, ça l'intéressait pas. Euh, il y a l'opposition à l'Assemblée nationale. Et c'est là, en fait, qu'à mon avis, vont se concentrer le dur des débats. Même si c'est vrai qu'il y a une relation, en fait, entre lorsqu'un député de gauche, de la NUPES, va prendre la parole à l'Assemblée nationale pour dire je suis contre la réforme des retraites, s'il y a 1 million de gens dans la rue, ça va pas avoir le même écho. Ça, c'est certain. Le seul truc, c'est que aujourd'hui, en vérité, lorsqu'on regarde les choses un peu froidement, la balle, elle n'est pas dans le camp de la gauche et de la NUPES qui va voter contre cette réforme, mais elle est dans le camp de la droite. Elle est dans le camp des LR. La question, c'est est-ce que les LR vont voter ou pas cette réforme des retraites? Et du coup, c'est chiant parce que du coup, c'est pas la gauche, pardon, qui avons le guidon en fait pour piloter en fait la bataille contre cette réforme. Ce qui est et du coup, admettons qu'elle soit retirée. Mais c'est les LR qui vont s'en prévaloir. C'est les LR qui vont dire c'est nous qui avons c'est nous qui avons fait que vous n'allez pas travailler jusqu'à 65 ans parce que nous savons ce que c'est exactement les arguments que tu as dit. Et ben personnellement ça me pose un gros problème que la gauche toute seule ne puisse pas faire reculer le gouvernement sur ce sujet. Et je ferai une toute petite C'est un parenthèse. problème que la gauche soit pas majoritaire. Alors pas uniquement, parce que par exemple quand tu prends 95, la gauche n'était pas majoritaire et pourtant on a fait reculer Juppé. Enfin la gauche a fait reculer Juppé. Mais en fait à cette époque-là, il y avait une relation en fait entre le gouvernement, on va dire, et ce qui se passait dans la société, qui était autrement plus homogène à mon sens que elle ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, il y a des gens qui sont à l'Élysée, qui sont dans les ministères et qui sont à l'Assemblée nationale et qui sont complètement déconnectés de ce qui se passe dans la société, qui n'en ont absolument rien à faire. Donc, il peut y avoir 10 millions de gens dans la rue, il peut y avoir des... D'ailleurs, on l'a vu, les députés macronistes étaient détestés pendant 5 ans. Ils étaient détestés. Et pourtant, il y en a quand même eu un dans chaque circonscription. Donc ça veut dire que c'est des gens qui, en plus, en ont rien à foutre de se prendre des œufs sur la tête, d'être détestés par l'entièreté des Français, etc. Parce que genre le pouvoir est plus important pour eux que genre être raccord avec la société. Et pour moi, ça parle aussi d'un déplacement en fait de ce que c'est qu'aujourd'hui faire de la politique. Aujourd'hui, faire de la politique pour beaucoup de gens, c'est faire ce qu'on pense être juste. Mais c'est pas ça la politique, c'est pas faire ce qu'on pense être juste, tu vois. Ça serait trop facile si c'était comme ça. C'est pas genre juste dire la vérité. Macron, il dit ah bah c'est comme ça, vous comprenez, c'est ça qu'il faut faire parce que j'ai bien regardé les comptes, j'ai bien regardé le truc du Covid, etc. C'est beaucoup plus complexe, il y a beaucoup plus de paramètres et je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur les dynamiques politiques. Aujourd'hui, le gouvernement n'a rien à foutre des dynamiques politiques. Il pense que genre il y a des choses qui sont justes et puis il y a des choses qui sont pas justes et qu'il faut changer. Et on est confronté à ça et je dis ça mais je pense que cette façon en fait d'envisager la politique, c'est aussi une critique qu'on pourrait faire à certaines personnes aussi à gauche. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que en fait, en 1997, Jacques Chirac perd la majorité à la suite des mouvements de 95. Et en 2005, il y a eu aussi donc la victoire du non qui a été liée au fait que l'extrême droite et la gauche de gauche a appelé à voter non au traité constitutionnel. Et donc il y a eu un enjeu politique très important qui a été de savoir qui finalement, sur quelle base le peuple de France s'était majoritairement prononcé en faveur du non. Et je pense que au bout du bout, cette dynamique qui a été celle enclenchée par la gauche, c'est-à-dire d'avoir un refus, non pas de l'Europe, mais d'une Europe libérale dans laquelle la concurrence était inscrite sur les fonds baptismaux de la concurrence libre et non faussée, que c'était donc ça qui a été le moteur de cette victoire. Et que donc, qui va mener la bataille? Comment elle va se mener? Avec quels arguments? Quelle force sociale? Pour quels objectifs? Ça va être assez fondamental. Donc, je pense qu'il y aura la NUPES et l'extrême droite. Je crois que la droite peut ne pas faire ce cadeau à Macron parce que s'il vote cette loi,
Bah oui, donc à se dissoudre, hein, je veux dire, Dans la Macronie. dans la Macronie. Et d'ailleurs, on entend bien des gens de droite essayer de donner des arguments pour dire pourquoi eux sont contre l'allongement de. Et puis ils ont un argument, il y a un argument assez fort, hein, c'est quand même que la réforme des retraites qui a été faite par Nicolas Sarkozy, c'était il y a 12 ans. Mm. Donc si 12 ans après une réforme systémique, tu es obligé d'y revenir, ça veut dire qu'elle n'a pas été très bien faite, ta réforme. Donc ils sont quand même un certain nombre à vouloir défendre le fait que cette réforme-là, elle était bonne et qu'elle était anticipatrice sur le futur. Donc moi je crois que ça sera, c'est important de savoir qui va mener la bataille et comment, sur quelle base elle peut être gagnée. Et la deuxième chose, c'est que je pense que c'est pareil, la Macronie n'est pas indifférente à son avenir. Et si Emmanuel Macron, lui, il sait qu'il est bon, un contrat à durée déterminée à l'Élysée, il y a quand même un certain nombre de gens qui aimeraient bien que ce ne soit pas ni la gauche ni l'extrême droite les prochains à exercer le pouvoir. Donc ils vont essayer quand même. Quelqu'un comme Bayrou, il est un peu sur cette logique-là, quoi, de se dire bon bah on a réuni le cercle de la raison là autour de nous, là tous les intelligents de la terre, on peut pas aller frontalement contre le peuple de France qui est quand même à au moins 70% opposé à cette réforme. La question c'est est-ce que le front syndical va se maintenir? Ça je l'espère. Je crois que la CFDT est assez déterminée à ne pas accepter le recul de l'âge de la retraite. Il reste aussi du côté de la gauche à travailler un peu plus sérieusement, à mon avis, globalement, enfin ensemble sur cette question. On l'a déjà dit ici, mais il faut que le Parti socialiste fasse son aggiornamento sur le sujet et en particulier revienne sur la réforme Touraine, qu'il continue pour l'instant à valider dans les discours. Alors justement, ce sera mon deuxième vœu, c'est sur la façon dont s'organise la gauche en fait, et en fait un vœu de transformation en fait de la façon dont ça se passe. Tu parlais tout à l'heure sur la bataille des retraites, un des enjeux c'est la qualité de la mobilisation, la façon dont va se faire cette mobilisation. Moi, je tairai les noms, hein, mais je suis dans plusieurs boucles de mails avec des gens divers et variés, à la fois liés à des partis politiques ou des mouvements et des syndicats d'autre part. Et c'est de la folie furieuse en fait. C'est-à-dire que il y a cet enjeu de la mobilisation du 21 janvier, donc qui est initié plutôt par la France insoumise un dimanche auquel en gros les syndicats, enfin ceux qui veulent plutôt que ça soit les syndicats qui prennent le devant, en gros ne veulent pas s'associer à cette marche du 21 janvier qui est considérée comme étant de la concurrence déloyale parce que et d'ailleurs Marine Tondelier elle a dit elle qu'elle voulait pas venir le 21 mais elle préférait venir genre derrière les syndicats etc. Enfin ça honnêtement c'est pas possible. Enfin juste là genre on est vraiment au bord du précipice et on est encore en train de savoir bon bah qui va tenir la banderole, c'est qui. Non mais honnêtement on marche sur la tête. Donc il faut absolument que ce qui s'est passé, parce que ça se passe maintenant depuis toujours en fait, c'est pas possible en fait. Enfin, je veux dire le rouleau compresseur macroniste est en train de nous écraser, le fascisme est à nos portes et nous on est là en train de savoir qui va tenir la pancarte le 21 janvier ou 17 janvier. Non mais en fait c'est juste pathétique. Donc il faut absolument trouver une solution au rapport en fait entre d'une part les syndicats et d'autre part les politiques. Et il faut aussi trouver à l'intérieur, tu parlais de l'unité syndicale, elle est ultra nécessaire, elle est ultra importante, il faut que les syndicats se parlent, mais je sais qu'ils se parlent aujourd'hui, même les syndicats plus réformistes et les autres plus révolutionnaires, donc c'est bien, ça parle. Non mais si, ils se voient. Catherine Perren vous l'avez dit, c'est la numéro 2 de la CGT, elle vous l'avait dit dans la midinale, elle avait dit on se parle avec la CFDT, et c'est nouveau depuis l'été. Pareil, dans la NUPES, maintenant il y a le cadre de la NUPES, donc ça veut dire que les partis, au moins les cadres des partis se parlent. Maintenant il faut consolider tout ça, il faut arriver à faire de tout ça, hein. Il y a les associations aussi, il faut jamais oublier les associations, à la fois sur les questions écolo, mais aussi les associations de chômeurs, les associations de gens qui luttent contre la précarité, qui sont très importantes dans le cadre de la bataille aussi contre la réforme des retraites. Donc il faut que tout ça se parle, et tout ça arrive au bout d'un moment
moment à accoucher d'un projet commun et à dire maintenant, genre, ok, il y a eu des tentatives, hein, on se souvient de Plus jamais ça entre des partis et entre des associations et des syndicats. Maintenant, il faut renouveler l'essai et redire bon, là, on est encore plus proche du précipice. À chaque fois, on fait un pas vers le précipice, donc l'urgence est à chaque fois plus aiguë. Il faut que tout ça puisse travailler ensemble. Il faut aussi que tout ça sédimente, parce que c'est bien en fait que les appareils tout en haut, c'est-à-dire que les cadres de la Confédération générale du travail se parlent, que les cadres de la NUPES des différents partis se parlent, mais il faut aussi que en bas, c'est-à-dire les bases militantes, aussi arrivent à créer du commun parce que sinon les gens vont être perdus. En plus c'est demandé par les militants, c'est largement demandé. Les gens en ont marre en fait de devoir choisir s'il faut faire la grève ou s'il faut aller à la manif le 21. Et d'ailleurs il faut sûrement faire les deux, mais on peut pas se pougner en permanence, se chercher des poux genre dans des boucles de mails. C'est absurde. Alors, alors, je suis totalement d'accord avec toi sur la question immédiate là, de la réforme des retraites, où il faut qu'on arrive à trouver une façon de faire converger toutes les forces syndicales, associatives, politiques, citoyennes, enfin tout ce qu'on voudra pour s'opposer à cette réforme catastrophique. Mais ceci étant, ce que je pense, c'est qu'il y a quand même une question qui est une question plus générale de comment on va, enfin, qu'est-ce que c'est que la gauche, quoi, et comment elle fonctionne. C'est-à-dire que cette gauche la gauche, historiquement, d'abord, elle n'est pas unique. Elle est, il y a la gauche et des gauches. Il y a des gauches politiques et des gauches syndicales, associatives, etc. Donc ça me semble qu'il faut arriver à penser ensemble la diversité et l'unité. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de disparition de la diversité, ça c'est impossible. C'est-à-dire que on s'étiolerait et on mourrait s'il y avait une disparition de ces différentes histoires. Et même du point de vue institutionnel, je veux dire, un syndicat n'a pas la même fonction qu'un parti politique. Donc il faut être capable de le respecter et de le comprendre. Moi, je crois que ça, qu'on ne soit pas satisfait de la barrière qui s'est constituée entre les partis et les syndicats, ça je peux complètement être d'accord avec ça. Et en même temps, il faut comprendre la fonction, les différentes fonctions des uns et des autres. Et donc, peut-être que ça serait bien, à une époque, mais alors là c'est vraiment les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, hein. Il y avait Kergoat qui avait créé un espèce d'institut de recherche dans lequel il y avait un peu tout le monde qui participait. Il y avait les syndicats, différents partis politiques qui travaillaient ensemble à essayer de penser ces différents espaces, ces différents... Bon, Jacques Kergoat est décédé et cet espace-là n'existe plus. Et je pense que ça serait bien de réussir à repenser un lieu commun dans lequel ces questions-là ne sont pas traitées dans le feu de l'action, parce que dans le feu de l'action, on n'y arrive pas. On est dans des rapports de force, alors c'est moi qui commande le premier, c'est moi qui tiens la banderole de tête, c'est mes slogans, etc., etc. Donc, je comprends que ça ne peut pas fonctionner comme ça, mais néanmoins, on ne peut pas en rester là, quoi. Il faut absolument avancer sur le sujet, que la gauche qu'elle se refonde dans ces organisations individuelles. Enfin, je pense que tous les partis sont dans des situations très très compliquées de fonctionnement. Enfin, on l'avait dit, hein, les Verts ils font 11 000 adhérents, enfin c'est rien du tout. Le PS, je sais pas combien. Enfin, si on met tout bout à bout, 20 000 ou 25 000, enfin bon, n'importe quoi, quoi. Ça veut dire qu'on est vraiment, c'est d'une atrophie incroyable. Donc il y avait un congrès du PS et le congrès du PC. Ça serait bien que l'un et l'autre, que de leur congrès débouche un peu de regard lucide sur leur situation, sur le retour sur leur bilan, et que ça débouche vers davantage de remise en mouvement de la pensée pour un monde d'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que évidemment le féminisme, l'écologie, la mondialisation sont des phénomènes qui ne peuvent pas complètement percuter, remettre en cause nos projets. Et puis, ils ont tous à penser cette question de la diversité et de l'efficacité de leur mode d'organisation. La France insoumise, je ne sais pas ce qu'elle va faire, s'ils vont se remettre à réfléchir au sujet. Là, ils ont terminé l'année, à mon avis, pas très bien, quoi, sur le sujet. Donc, peut-être qu'ils vont y réfléchir. Enfin, en tout cas, il y a cette question de chacun et de ensemble qui doit être repensé à la fois pour les partis et pour toutes les composantes de la gauche. Je pense qu'on est vraiment on a 4 ans quoi pour essayer de s'en sortir. Non, peut-être moins. Hein.
Pourquoi Moi, moins? je sais pas s'il y a des élections là dans les 6 mois. Enfin, c'est Oui, quand bah, même de nous toute pas au façon, nez. bah, Enfin, de toute façon, il faut du temps pour avancer. Alors, ça n'arrivera pas un grand soir, il faut avancer pas à pas, etc. Mais chacun chez soi et tous ensemble. Il me semble que c'est vraiment... oui, et moi juste une dernière sur la question des partis politiques et des mouvements, une mise en garde, c'est qu'en fait un parti comme un mouvement, ben ça peut disparaître et que et que la diversité dont tu parlais, elle doit continuer à pouvoir exister. Parce que en soi, elle est importante et que si le cadre en fait où enfin ce qu'il représente en soi disparaît, c'est-à-dire, je prends par exemple la France insoumise. Si demain il n'y a plus de France insoumise, si elle disparaît parce que là, par exemple, les tensions sont très fortes à l'intérieur de la France insoumise, si la France insoumise disparaît, euh, c'est une sensibilité en fait qui va disparaître, une façon d'envisager la politique, d'envisager genre le rapport de force, et etc. Enfin tout ce qu'on sait de la France insoumise, qui peut disparaître du jour au lendemain. Et ça, et on en a besoin, comme on a besoin du Parti communiste, de la façon dont le Parti communiste, avec son histoire, avec ses pratiques, a à dire aujourd'hui de la gauche. Pareil pour les Verts ou les socialistes. Et que il ne faut pas croire que parce que ces partis existent depuis 100 ans ou d'autres sont beaucoup plus récents, qu'ils sont de toute éternité. Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis, parce qu'en fait, ils peuvent disparaître. La sensibilité qu'ils étaient supposés incarner dans l'espace politique ne leur est pas intrinsèquement liée. C'est-à-dire, c'est pas parce que le Parti socialiste a fait 1,5% à la présidentielle et qu'il a plus que 20 000 adhérents que l'histoire socialiste et que la sensibilité socialiste, social-démocrate, etc., est en train de disparaître. Ça, je ne le crois pas. Et je pense que l'ancrage de la gauche de gauche dans notre pays, elle remonte assurément à la Révolution française et les travaux de plein d'historiens ont montré des continuités qui se sont faites à travers des événements, des territoires, etc. Et que le problème, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas d'adéquation entre les histoires et les sensibilités politiques et la forme parti qu'ils représentent. Mmh. C'est-à-dire que le problème, moi je crois que le Parti communiste n'est pas adéquat pour être l'organisation qui représente la tradition révolutionnaire française. La France insoumise, je ne sais pas très bien de quelle histoire elle se prévaut. En tout cas, assurément de l'histoire de la Révolution française, ça fait partie des grands référents de la France insoumise. Ça, je pense que si la France insoumise disparaît, ça ne veut pas dire que cette histoire-là n'est plus présente. Le problème, c'est d'arriver à trouver les formes d'organisation qui correspondent à ses sensibilités et à ses traditions politiques, mais qu'elles soient renouvelées dans le cadre contemporain. Et je crois qu'aujourd'hui, aucun d'entre eux n'a trouvé. Alors, bon, on était tous les deux assez estomaqués par ce qui s'est passé chez les écolos et on se dit, Marine Tondelier, elle a l'air de commencer à penser le changement de son organisation. Maintenant, c'est parce que tu commences à le penser que tu as réussi à le faire. Donc, on va voir. Pour les autres, ils ont été sauvés par le gong avec la NUPES pour le PS et le PC. Mais est-ce que leur dynamique interne dans les congrès va leur permettre Transformer l'essai. de se transformer eux-mêmes, c'est-à-dire de se mettre à jour pour l'époque dans laquelle on est. Quant à la France insoumise, pour l'instant, elle théorise qu'elle n'en a pas besoin. Enfin, je veux dire elle n'est pas un parti, elle n'a pas à en discuter, elle est un mouvement. Est-ce qu'ils sont complètement raccord avec les enjeux de féminisme, de démocratie, de mondialisation, etc. Je sais pas. D'ailleurs, Je suis pas convaincue. j'enjoins tout le monde à lire. Il y a Manuel Bompard qui a produit une longue note sur son blog aujourd'hui, 31 décembre, dans lequel en fait il revient sur ça et en fait il revient sur la stratégie essentiellement et en gros il dit bon bah voilà tout ce qu'on a fait de bien. Voilà, alors, on a fait 22% présidentiel, on a fait la Nupes, voilà tout ce qu'on a gagné depuis le mois de juin. Voilà. Et à la fin, il conclut en disant bon bah maintenant c'est la réforme des retraites, on va se battre. Mais c'est-à-dire que effectivement, il y a pas de volonté, on voit pas une volonté particulière. Même il tape un peu sur les socialistes et les écolos qui, pendant la présidentielle, d'après lui, ont fait que Jean-Luc Mélenchon a pas pu arriver au deuxième tour. Hein, il le rappelle dans sa note. Et donc il n'y a pas de volonté d'inscription en fait de la France insoumise dans un cadre plus large qui serait la gauche quoi.
et du coup, on se dit, bon, c'est lui le coordinateur national aujourd'hui de la France Insoumise. C'est vrai que à la vue de cette note, hein, pas forcément de ce qu'il a dit auparavant, parce qu'il a eu plutôt des paroles pas du tout sur le même ton, la même tonalité ces dernières semaines, mais là, par rapport à cette note, on est là, bon, là, ça semble un peu se corser, quoi. Il retape sur ses partenaires de la gauche. Bon, on va voir comment ça se dénoue, comment ça se déjoue dans les semaines à venir. On tape aussi sur ses partenaires de l'AFI. Et il tape aussi sur ses partenaires de l'AFI. Oui. Il tape... tous azimuts. Voilà. Exactement. Dernier petit vœu. Voilà. Alors là, c'est un petit vœu qui est pour nous la presse, je dirais, d'alternative, de gauche, tout ça. Indépendante. Indépendante. Mais pas toutes, parce qu'il y a des gens qui sont... Mais enfin, ça commence à se savoir, on est en réflexion avec un certain nombre de médias pour essayer de coaliser nos forces pour nouer... Alors, jusqu'où, je ne sais, des partenariats, des alliances, des fusions, des projets communs, etc., pour que les atouts des uns et des autres se fassent qu'on aille vers une proposition plus raccord, justement, avec notre temps, c'est-à-dire dans lequel la place de la vidéo, des images augmente, avec des choses intéressantes, que le rapport aux médias soit plus complet, c'est-à-dire ne soit pas que politique, ne soit pas que informatif, mais qui soit aussi lié à la vie quotidienne des uns et des autres, qu'il y ait une dimension de plaisir et de satisfaction dedans, donc on y apprenne, qu'on y rit, qu'on y voit des belles choses. Bref, on essaie à plusieurs de travailler à ça, et j'espère que l'année 2023 sera l'année des premiers pas, voire d'un débouché de ce travail dont je voulais vous parler aussi, puisque d'autres commencent à le faire savoir, et que il n'y a pas de raison qu'on ne s'en dise rien. C'est vraiment pas encore mûr, et on vous en dira plus, mais voilà, 2023, ça devrait être une année intéressante pour Regard et pour d'autres journaux de notre acabit. Et tu avais 2 petites recommandations à faire avant de clôturer cette vidéo. Ouais, alors ceux qui veulent plus écouter autre chose peuvent s'arrêter là, parce que c'est... Alors 2 petites choses. Une, parce que on se trouve que Pablo et moi, on a une passion tous les deux pour la comédie musicale Singing in the Rain, et j'ai appris dans cette émission que je vais vous recommander, qu'elle était d'ailleurs considérée par François Truffaut comme et Bertrand Tavernier, qui sont quand même de grands critiques de cinéma français, des réalisateurs, mais aussi des critiques et des connaisseurs de cinéma, comme voilà, un des plus grands films du cinéma. Oui. Et donc France Musique a fait une série de 10 émissions de 12 minutes sur l'histoire de Singing in the Rain, avec l'histoire de ses chansons. Moi, je ne savais absolument pas, par exemple, que la chanson de Singing in the Rain est une chanson qui existait. Ouais. C'est ça. Mais elle existe. Ah oui, elle préexiste. Elle préexiste. Ouais. Enfin, bon, il y a plein de choses très intéressantes dans cette émission. Moi, je me suis régalée à écouter ça. Donc, si vous aimez Singing in the Rain, je vous recommande sur France Musique en podcast. Mais l'autre chose, plus regard, c'est la série que vient de faire Philippe Collin, qui est donc là aussi à écouter en podcast sur le site de France Inter. C'est une série de 10 émissions, mais alors là, pas de 12 minutes, mais de 55 minutes. Donc, il faut avoir une vraie passion pour Léon Blum. Donc, c'est le portrait, la vie de Léon Blum. C'est un peu fait sur le même modèle que ce qu'avait fait Philippe Collin, dont je vous avais déjà parlé aussi l'année dernière concernant le maréchal Pétain, donc qui reprend un peu le même ensemble. Il raconte la vie de Léon Blum en interrogeant des historiens, en faisant remonter beaucoup d'archives, etc. Donc c'est très très riche, c'est très hagiographique. Donc c'est pas la peine de me mettre en bas que quand je recommande de voir un film sur Georges Marchais que je deviens une marchésienne, ni que quand je recommande de voir une histoire de Léon Blum que je suis devenue une social-démocrate. Je ne suis ni l'une ni l'autre. Mais cette série de 10 émissions est vraiment super pour comprendre même l'histoire du Parti socialiste, comment il s'est fondé, et voilà, autour de ce personnage vraiment intéressant que moi je ne vénère pas du tout, que ce soit clair, mais c'est vraiment, l'émission est très bien, et donc voilà, je vous le recommande chaudement. Et on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne année 2023. Salut à tous. Ciao.